l'agriculture sahélienne, c'est une activité qui se pratique par des hommes. Les femmes, considérées comme sexe faible, sont pour la plupart du temps gardées dans des maisons appelées des sarés. Aujourd'hui, les femmes ont commencé à changer de nom. Nous découvrirons aujourd'hui ensemble avec vous une femme, avec grand F, qui a décidé de faire ce que d'autres hommes font, et même encore mieux que ce que font les hommes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une femme brave, une femme voyante, une femme dynamique et une femme surtout avec grand F. Elle s'appelle Astadjam Bakari. Ensemble, nous allons la découvrir, nous allons voir qu'est-ce que Astadjam fait dans son activité. Et sûrement, ça va galvaniser d'autres femmes aussi à faire pareil. On a toujours l'habitude de dire What a man can do, the woman can do even better. Cette dame nous montre tout à fait que ce slogan n'est pas forcément simplement un slogan, mais une réalité. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamini, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Sans toutefois tarder, nous allons ensemble découvrir Astadjam Bakari à l'extrême nord Cameroun. Merci. La ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord et du département du Diamaré, est située en zone sahélienne. Astadjam Lamou, épouse Bakari, dont le fort désir d'autonomisation l'a conduite à créer la coopérative Ndrakandroul, en voie de devenir une société. Ndrakandroul, ou plutôt bâtir ensemble, s'est lancé pour défi d'améliorer l'embouche bovine et la transformation de lait naturel de vache. Un pari osé pour une jeune femme qui, pour atteindre ses objectifs, doit tous les jours partir de son lieu de résidence au centre-ville de Maroua pour se rendre à Meskine, environ 5 km, afin de superviser son activité. Le chemin qui mène au bonheur étant le plus souvent jonché d'embûches, Astadjam Lamou, épouse Bakari, doit défier les lois de la nature en plus de celles des hommes pour atteindre sa destination. Mais ce ne sont pas les apparences de femmes modernes et sa démarche majestueuse qui vont l'en empêcher. Mais alors, pourquoi avoir choisi de se lancer dans un secteur réservé aux hommes et qui exige tant de sacrifices? J'ai voulu faire la particularité. Et comme je vous disais, quand on était au champ fourrager, nous avons commencé par faire l'embouche bovine. Et bon, on a été séduit par le comportement d'une vache qu'on avait achetée qui était accompagnée de sa petite. Et quand on a vu qu'en l'alimentant un peu plus, elle donnait un peu plus du lait, d'où est venue l'idée de faire dans le domaine laitier. Et puis, quand on voit par exemple, il y a plein de gens dans la ville qui font le yaourt, mais quand on regarde très bien, tous ces yaourts sont issus de lait, pratiquement de lait en poudre. Donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas essayer avec du lait frais? Donc c'est ça qui nous a poussé, et moi particulièrement, je sais pas, mais voilà, le fait d'avoir eu cette vache-là, vraiment ça stimulait un peu mon envie de faire dans l'élevage. Réussir à rendre productives les vaches passe par une bonne alimentation. Et là encore, il a fallu déborder d'imagination et s'essayer dans une culture dont la sémence a été découverte à 1000 lieues de Maroua au Cameroun, sa ville de résidence. Ça s'appelle Panicum. Je l'ai eu auprès d'un éleveur au Sénégal lors de la visite d'échange organisée par le ministère à travers le ministère de l'élevage à travers Prodel. On a été au mois de on a été au Sénégal en fin février jusqu'au 10 mars 2018. Donc le collègue, j'ai retrouvé ça dans son champ, dans sa ferme, dont il le fauchait pour le donner à ses animaux, à ses vaches laitières.
Donc je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu de la semence pour venir expérimenter chez nous. Il m'a donné juste à peu près un demi-kilo. Donc on a mis en terre à la saison de pluie dernière. Malheureusement, ça ne supportait pas l'eau. Donc une grande partie, surtout là où il y avait ruissellement d'eau, n'a pas poussé. Mais ce qui était au-dessus, sur le sol plus ou moins acceptable, a poussé. Donc j'ai perdu une bonne partie. Mais les quelques pieds qui ont réussi, on a donc transplanté ici en saison sèche, donc entre la saison sèche et la saison de pluie. Juste quand on a fini la récolte de contre-saison, la récolte des oignons à cet endroit, nous avons donc retransplanté les pieds qu'on a donc démultipliés. Et c'est ça donc qui a donné comme ça. Je vous avoue que c'est depuis le mois de fin avril et vous voyez ce que ça a donné au bout de 3-4 mois. Donc aujourd'hui on est en train de faire le premier fauchage pour aller donc donner aux animaux, aux vaches laitières. Asta Diam Lamou épouse Bakary. Dans cette activité champêtre, se fait assister par des paysans saisonniers pour l'instant, mais qui par leur activité pourraient se découvrir une vocation dans l'embouche bovine. Le travail ici consiste à semer. Quand on sème, il y a aussi le suivi. Après on arrose. Quand ça commence déjà à sortir, on continue l'arrosage pendant la saison sèche. On arrose jusqu'à ce que ça grandisse, ça part à une taille, à un quelconque niveau, peut-être 2 mois ou 3 mois. Comme ça, on commence déjà à couper, on coupe, on part aussi, on donne aux animaux. Kitikil Jean et Boulaye, ces 2 braves garçons qui s'occupent des champs, ont trouvé ici leur gagne-pain, une merveilleuse façon d'assurer leur avenir. Je suis élève, je travaille ici, après je pars, j'obtiens quelque chose pour payer ma pension à l'école. C'est ça qui est notre travail ici. Le pari de soutenir la jeunesse et les préparer à mieux affronter leur futur par la culture du travail est le premier engagement en train d'être tenu par Ndrakandouhol. Mais comme tout le début, l'alimentation du bétail fut un casse-tête pour Madame Bakary qui s'est jetée à l'eau avec les moyens du bord. C'est par ce bracaria-là, toujours c'est une herbe fourragère. C'est dans l'accompagnement avec la SNV qu'on nous avait distribué la semence qui vient, je crois, de Ngaoundéré. Donc on est allé progressivement avec des petites superficies jusqu'à atteindre l'espace que vous voyez là. C'est toujours pour nourrir les vaches laitières. Donc c'est par là qu'on a commencé. Quand ça pousse comme ça en saison de pluie, bon c'est la pluie. Quand les pluies finissent, on procède à l'irrigation pour faire pérenniser. Parce que les animaux, surtout les vaches laitières, elles ont besoin vraiment de ça. Ça favorise la montée de lait. Donc voilà, on nourrit essentiellement les animaux avec. Ndrakandouhol, c'est en langue, en Gisga. Donc c'est bâtir l'avenir. Donc ces structures, elles datent en réalité. L'activité d'élevage, elle date depuis 2008. Bon, mais quand on a commencé en 2008, ce n'était pas avec des vaches laitières. On faisait dans l'embouche bovine. Donc on achetait les vaches réformées, les bœufs réformés, on vient, on les entretient, on les embouche. Au bout de 40-45 jours, on partait vendre. Donc pendant ce temps, il y avait donc... Pendant qu'on achetait au marché, on est tombé sur une vache qui avait justement son petit. Et quand on a amené dans la ferme, cette vache a commencé avec l'entretien, elle se comportait bien, la quantité de lait augmentait. Et c'est d'où est venue donc l'idée de faire les vaches laitières. Donc, ce qui fait que quand on vendait les autres bœufs, celle-là particulièrement, nous l'avons gardée avec son petit. Et donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé à faire l'activité de production. On s'est dit, bon, en faisant donc l'élevage laitière, on va bénéficier et par le lait et par les petits. Et puis on peut reformer pour vendre aussi pour la chair. Aujourd'hui, avec la découverte du panicon, c'est avec fierté
qu'elle n'hésite pas à se mettre elle-même au travail afin de récolter pour son bétail cette herbe de qualité dont les résultats sur la mouche bovine parlent d'eux-mêmes. Une fois le panicon fourché, il faut le mettre en tas, l'attacher en fagot et le sortir des champs, une autre paire de manches à retrousser. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. La structure, malgré toute sa détermination et sa volonté à réussir, peine à avoir les facilités de tout genre. Tenez par exemple le transport du panicon de Mesquine à Makabaye, où se trouve la bergerie, située à environ 8 km, se fait à l'aide de son véhicule personnel, inadapté et inapproprié. C'est ça aussi la souffrance de la femme du Sahel, qui manque de financement et de soutien. Pourtant, malgré tout, elle ne baisse pas les bras, elle se bat, plus que jamais déterminée à réussir avec les moyens rudimentaires. En fin de compte, notre véhicule inadapté réussit à nous amener à Makabaye. Makabaye, où par ses propres moyens, Madame Bakari a réussi à se construire une bergerie constituée d'un secteur de stockage et l'étable pour nourrir le bétail. Dans la ferme de Nrakadoul, il y a au total 14 têtes, parmi lesquelles un taureau adulte, et 6 petits, dont veaux et velles mélangés, entre 3 mois et 1 an et demi. 3 mois et 1 an et demi. Et les grandes vaches, il y en a 8. 8. Dans les 8, il y a donc 6 adultes et 2 génisses. Les Koudali qui viennent de l'Adamawa. Il y a aussi les métis, c'est-à-dire issus des croisements avec des vaches importées, donc qu'on a acheté à Bagnon. Et donc il y en a 4 vaches et un taureau qu'on a acheté auprès d'autres éleveurs qui ont dû faire des croisements à leur niveau, mais c'est venu de Bagnon. On a acheté et puis bon voilà, elles sont là. Des 4 vaches, il y a eu 2 qui ont déjà mis bas. Bon, les 2 autres sont gestantes pour le moment. L'aspect physique du peuplement en bétail de cette bergerie impressionne et interroge comparativement aux autres troupeaux que l'on voit ailleurs. Toute chose qui ne surprend nullement Madame Bakari et Nrakadoul, qui seuls savent les difficultés qu'il faut être prêt à affronter pour en arriver là. Ce n'est pas facile parce qu'il faut se faire assister par un berger, et le berger généralement c'est les hommes. Nous savons comment ici chez nous les mœurs, quand une femme doit s'adresser à un homme, c'est pas évident, et quand on l'a donc comme personnel, vraiment c'est toute la difficulté. Il faut savoir le ménager, et bon, ça c'est une chose. Et autre chose, c'est que par rapport au climat, c'est une réelle difficulté parce qu'il faut alimenter ces animaux. Avec la faible pluviométrie, ça veut dire donc à certains moments de la saison, il n'y a plus de l'herbe sauvage pour faire pâturer les animaux. Donc, quand même pendant la saison de pluie, même c'est autant difficile parce que les champs, donc on est confronté au conflit pastoral tout le temps, parce que les espaces les gens ont cultivé, alors il faut pâturer les animaux, il n'y a pas de couloir. Quelquefois, bon, il y a ce conflit agro-pastoral. Et bon, d'autres difficultés, c'est que, comme je vous disais, donc, la saison de pluie étant courte, ça veut dire qu'il faut soit pendant la saison sèche, les restes des champs
ou alors le mil même que les gens qu'on cultive, on doit faire une bonne partie pour les animaux, pour faire la supplémentation alimentaire pendant la saison dure, la saison sèche, et puis les résidus de champs, dont les tiges, la paille de riz, il faut stocker pour pouvoir traverser le temps de difficulté. Et puis maintenant, avoir un espace pour réaliser dans les champs fourragers, comme je vous disais, en faisant l'irrigation. Donc ça, ce n'est pas du tout facile. On essaie de faire avec le moyen qu'on a. Bon, la voiture, vous avez vu, la voiture, elle n'est même pas adaptée. Ça, ce n'est pas la voiture pour transporter les cultures du champ ou alors le fourrage. Vous avez vu comment cette fourrage, elle est très grande. Elle atteint facilement 2 mètres de hauteur. Donc la voiture, si elle n'est du tout pas adaptée, bon, mais on fait avec le moyen de bord. Oui, les infrastructures, on a pu faire cette table, mais vraiment, on a construit le mur. Mais la toiture, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, c'est étolé d'un côté, mais la paille en saison de pluie, c'est difficile aussi. Ça coule, il faut tout le temps pour assurer l'hygiène, la propreté, c'est pas évident. Là, peut-être avec le temps, si on a les moyens, on sera obligé de toler en faisant donc comme le toit là, à 2 niveaux, comme ça pour pouvoir faire passer l'air. Et puis bon, peut-être que là, il fera moins chaud. Sinon, ben voilà, on fait avec vraiment les moyens de bord. Sinon, l'élevage des bœufs, je dis tout le temps, il y a toujours à faire. Tu ne peux pas venir à la ferme comme ça et dire qu'aujourd'hui je viens, je m'assois, il n'y a rien à faire. Il y a toujours à faire. Les races que nous avons ici, ce sont des races qui sont limitées. Les races sont limitées. C'est vrai que nous seuls, les fermiers, même si on a l'envie de changer de manière de faire, nous seuls, ça ne suffit pas. Il faut l'accompagnement des partenaires, il faut l'apport des partenaires, il faut la volonté politique, il faut. Parce que l'élevage traditionnel que nous connaissons depuis longtemps, où le fils hérite des vaches de son père, après il dit j'ai 150 têtes. Vraiment, comme je vous disais, avec le pâturage qui manque aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut de l'eau, il faut l'alimentation pour ces animaux. C'est pour ça qu'il y en a qui souffrent, les propriétaires des bœufs, qui perdent pas mal de têtes de bœufs en saison sèche parce qu'ils n'arrivent pas à les entretenir sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire. Donc, je crois qu'il faut faire maintenant l'élevage utile. L'élevage utile, si c'est le même en améliorant peut-être nos races, soit en la viande, soit en production laitière, il faut améliorer nos races. Parce que nos races là, on les garde, on a 150 têtes. Tu vois quelqu'un qui se tape la poitrine, il dit bon, j'ai 150 têtes, j'ai 200 têtes. Mais quand tu les regardes en train d'aller pâturer en saison sèche, par exemple, mais ça fait pitié. Ils sont complètement décharnus. Le lait, c'est à peine si une vache qui vient de mettre bas, si elle peut te donner même un quart de litre. Donc, autant de choses. Ça, c'est des difficultés par rapport aux races. Bon, par rapport maintenant aux partenaires, bon, nous sommes là, nous faisons comme nous pouvons. Et les partenaires, où on peut les rencontrer, ça c'est peut-être les responsables publics, peut-être la délégation régionale de l'élevage qui peut peut-être s'approcher de nous pour voir quelles sont les difficultés que nous rencontrons, pour qu'ils nous orientent. Parce que nous, là où on aime quelquefois couper même des informations. Rien n'arrive à notre niveau. Parfois même, je vous assure, moi par exemple, à un moment donné ici, même pour la vaccination de routine, on traversait ma ferme ici. Il faut que j'aille rencontrer des infirmiers particuliers pour leur dire vraiment, ou alors celui qui suit les bœufs ici, qui vient, il achète le vaccin ou bien il trouve les vaccins auprès de ses collègues pour venir maintenant vacciner. Il a fallu que j'aille rencontrer le chef de centre. Et même, avant qu'il ne vienne, il a dit, mais madame, nous, on ne va pas dans les fermes privées. Je lui dis, mais fermes privées, montrez-nous où il y a les fermes publiques.
Atteindre donc les quelques résultats jusque-là obtenus n'aura pas été un long fleuve tranquille. Mais après un dur labeur, le plus souvent, le résultat est la satisfaction. Grâce à une alimentation appropriée, constituée à la fois d'herbes sélectionnées, mais aussi de provender de qualité, et un suivi méticuleux en soins vétérinaires, cette race métissée, venue de la Damawa, est capable de produire une douzaine de litres de lait par jour. Ainsi, cette quantité de lait que le berger en charge traite au quotidien, une fois transformée en yaourt, permet de prendre en charge la dite vache par le revenu qu'il génère. Mais ce n'est pas transformer le lait de vache naturel en yaourt qui est de tout repos. Le travail est long et éreintant. Une fois ramené sur le site de transformation, le procédé, qui lui aussi exige beaucoup en temps, en règles d'hygiène à respecter et en équipement de conservation approprié, peut commencer. Le lait frais naturel passe par un filtre, puis suit sa conservation au frais, en attendant le jour de lancement du procédé de transformation en yaourt selon la demande. Le jour arrivé, il est sorti du congélateur, décongelé si nécessaire, puis pasteurisé au feu vif avec du sucre à 80 degrés pendant 15 à 20 minutes. Cette matière première est refroidie dans les récipients stérilisés fermés, puis transvasée dans d'autres récipients pour la fermentation entre 38 et 42 degrés selon le temps qu'il fait dehors. Le lait ainsi fermenté passe encore par un filtre dans le but d'extraire les résidus et remis dans d'autres récipients couverts pendant une durée de 3 à 4 heures. Ce temps passé, il est découvert et gardé au frais dans un congélateur à une température de 4 degrés. Et ce n'est que le lendemain qu'il est sorti du congélateur, brassé et mis en bouteille. Pendant ce temps, le point de vente lui aussi situé au quartier d'Omayo, boulevard du Renouveau à Maroua, attend la livraison. Ici également, Madame Bakari et sa structure bâtir l'avenir n'ont pas lésiné sur les moyens. Confort et propreté sont les maîtres mots des gérants de ce cadre agréable qui propose aux populations de Maroua et aux visiteurs le succulent produit laitier localement fait qui peut être emporté ou consommé sur place avec le dakéré, selon le choix des consommateurs. La satisfaction que l'on peut obtenir au bout d'un si long parcours, éreintant et exigeant, et qui demande beaucoup de courage et d'engagement, ne peut résulter que de l'avis du consommateur, destinataire final du produit. Je suis à Bar Laitier Njaren. C'est un endroit où je ne peux pas faire 3 jours sans passer. Alors, j'adore ce que je consomme ici, le lait. Moi, j'aime le prendre sous forme sucrée. Et je n'ai jamais eu de soucis avec ce lait, ni des effets indésirables après consommation. Donc, je viens toujours ici, je suis satisfaite, le cadre est bien, le lait est bien, le personnel est bien, donc je me sens très à l'aise ici. Et surtout, le lait que je trouve ici, tellement que je suis habituée, je ne peux plus prendre de lait ailleurs qu'ici à Njaren. Bien, vous savez que le lait est l'aliment principal pour la croissance de l'enfant et même de l'adulte dans une certaine mesure. Et dit du lait que je suis en train de consommer, c'est un lait de très bonne qualité. Et j'ai l'habitude de venir ici couramment et en consommer sur ces deux formes, c'est-à-dire sucré et non sucré. Et ça me procure du bien de temps en temps. Je récupère lorsque je suis un peu fatigué pour pouvoir poursuivre la journée. Quoi de plus normal donc, après ces avis élogieux, à l'endroit de Madame Bakari et Ndrakandouhol, de se sentir plus motivé et de lancer un appel à l'endroit de la femme et de la jeunesse. Il y a souvent l'école des infirmiers de l'élevage là, le centre de formation de l'élevage et même les autres centres privés qui nous envoient souvent des stagiaires ici. Et voilà, on leur explique. Quand eux-mêmes ils voient comment nous travaillons ici, pendant leur période de stage, mais ils disent que vraiment c'est un domaine porteur. Parce que si
comme je disais encore tantôt, nous arrivons à améliorer nos races de vaches avec un peu de suivi sur le plan alimentaire, suivi sanitaire. On peut améliorer aussi la quantité du lait. On peut aller par exemple une vache qui dans le temps normal te donne un quart de litre. Mais si on le suit d'une manière particulière, on lui donne l'alimentation qu'il faut avec la supplémentation alimentaire. Elle peut aller de un quart de litre à 1 litre et demi. La femme du Sahel est désormais debout. Elle a amorcé son autonomisation et sa participation au développement et à l'émergence, pourvu qu'elle soit prise en compte par les décideurs et que son action soit comprise par la société entière comme une œuvre de complémentarité avec au bout du compte le bien-être de la famille et de la société tout entière. Comme Madame Bakari, plusieurs autres femmes sont capables de relever le défi du développement dans tous les domaines, inonder le marché camerounais et satisfaire la demande mondiale en divers produits de consommation courante, si et seulement si l'on leur accorde le soutien qu'elles méritent. J'espère que vous avez aussi apprécié la vidéo comme moi. J'appelle à toutes les femmes de se réveiller. Vous êtes la mère de l'humanité, comme on a l'habitude de dire, et il faut aussi vous prouver par vos activités autres que l'entretien familial. Merci et à très bientôt.